Alors maintenant que on a vu ces 3 points qui sont déjà mis en œuvre sur le réseau, eh bien, il est temps de passer à la pratique, de mettre en place les éléments qui vont nous permettre de raccorder nos droppers, nos feeders et notre alimentation qui se trouve derrière moi. Pour l'instant, alimentation analogique. Donc si je retourne le plateau que j'ai déjà séparé, alors je vais le fixer avec un serre-joint pour l'empêcher de bouger et de tomber. Donc on retrouve les droppers sous le plateau à chaque fois, rouge, noir, le noir est vers l'intérieur de la table à chaque fois, on voit bien ici les 2 droppers noirs vers l'intérieur, les 2 droppers rouges vers l'extérieur de la table, pareil ici. Et ici la pointe de cœur, violette, en attente de raccordement. Ça, on verra plus tard comment on va le faire. Alors, comment allons-nous réaliser la liaison entre les droppers qui sont ici et le feeder que je vais devoir utiliser ensuite pour relier tous ces éléments entre eux? Question que vous vous posez souvent. Il y a bien évidemment des tonnes de solutions. Une première solution serait d'utiliser de la soudure. Pourquoi pas? C'est un peu délicat, notamment si on doit faire ça allongé sous une table à tête en l'air. Le risque de se brûler gravement est assez élevé. Et puis, il faut bien maîtriser la soudure. Et surtout, c'est très peu démontable. Autre solution, l'utilisation de dominos, très courante. Les dominos ont cependant un handicap, un défaut majeur. Ils se desserrent avec le temps sous l'effet des vibrations des trains qui passent. Les vis se desserrent. Et si les vis se desserrent, les câbles se déconnectent. Il faut donc être très prudent avec l'usage des dominos, mais néanmoins, c'est une possibilité. Troisième solution, ce qu'on appelle des prises vampires. C'est du clipsage en fait. On utilise un câble continu et on vient mettre en vampire, donc on vient mordre dans la gaine du câble avec des prises spéciales ce sont des fourches qui viennent prendre le câble au milieu et établir un contact qui peut être de bonne qualité s'il est bien fait, mais qui est souvent assez moyen. Ça évite de couper les câbles, donc ça permet d'avoir un câble feeder continu. Ça permet de faire des raccordements un peu là où on veut, mais la qualité de ce genre de raccordement est assez moyenne. Et puis encore une fois, il faut bien le faire. Et surtout, ça n'est pas du tout adapté pour raccorder des sections différentes. Du 0,5 ou du 1,5, on n'utilisera pas les mêmes vampires. Et là, c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc, ça ne va pas marcher. Alors, quelle solution va-t-on retenir pour ce réseau du bac à sable et des terres de mue? Eh bien, l'outil relativement moderne que nous, on a choisi, c'est d'utiliser des connecteurs rapides Wago. J'en ai 2 ici, il en existe toute une série. Vous connaissez peut-être ce genre de système de raccordement. Ce sont des raccords à verrouillage, c'est-à-dire qui se connectent sans outil. On a des petits leviers qu'on lève ou qu'on abaisse et qui pincent les fils, mais les verrouillent de manière définitive, puisqu'ils sont à ressort. Ils ne peuvent pas s'ouvrir seuls, sauf vraiment dans des conditions très particulières où ils sont mal montés, mal mis en œuvre. Mais s'ils sont bien mis en œuvre, il suffit de dénuder les fils, de les mettre dans les Wago, de verrouiller. En fait, c'est un peu comme un domino, mais sans vis, sans le défaut des vis. Donc, on va utiliser des Wago. Quel Wago? J'en ai ici 2 modèles. Le Wago traditionnel à 2 bornes, 3 bornes, 4 bornes. C'est un Wago aveugle, c'est-à-dire que vous avez du côté des leviers 2 trous pour entrer les fils, et de l'autre côté, c'est fermé. Donc les fils viennent se raccorder par l'avant du Wago. On peut utiliser ça, mais ça veut dire que tous les fils sont du même côté. Dans le cas qui va nous intéresser ici, on va être amené à faire circuler le feeder, le câble d'alimentation, le long des rails pour aller alimenter l'ensemble des points de connexion des droppers. Si je prends mon câble et que je le déroule,
Je vais donc avoir une connexion qui va suivre quelque part ce chemin-là. Et à chaque fois que j'ai des droppers, je vais avoir besoin de faire un raccordement. Je vais donc devoir couper mon feeder, par exemple ici, puis repartir vers ce point-là, en étant venu au préalable de ce point-là. Je vais donc avoir des câbles qui vont être d'un côté et de l'autre, de chaque point de raccordement, sauf le dernier. Pour ça, chez Wago, il existe ce qu'on appelle les Wago inline. Ce sont ces modèles-là qui possèdent deux leviers, non pas l'un à côté de l'autre, mais en opposition de tête à tête, qui permettent donc de raccorder des fils d'un côté et de l'autre, comme un domino en fait, face à face. Ce qui veut dire que ce Wago inline qui possède deux connexions permet de raccorder les éléments d'un des deux fils, soit le rouge, soit le noir. Pour chaque raccordement de feeder que je vais devoir faire ici, je vais donc avoir besoin de deux Wago inline mis côte à côte que je vais placer à peu près ici à chaque fois. On verra en détail au moment de la mise en œuvre dans quelques instants comment je vais choisir le positionnement de ces Wago. C'est donc l'outil que je vais utiliser et cet outil me permet de connecter jusqu'à 4 mm² de fil. J'ai donc largement la place, par exemple, pour mettre deux fils de feeder du même côté. Ça va rentrer systématiquement, ça va même être assez serré, donc bien maintenu en place. Attention avec les Wago, il y a une règle de mise en œuvre essentielle. C'est le dénudage qui fait toute la qualité de la connexion avec le Wago. Sur le Wago et sur la notice d'utilisation qui est fournie avec, il est indiqué une longueur à dénuder. Et le respect de cette longueur qui est en millimètres est essentiel. Si vous ne dénudez pas assez, le Wago n'ira pas se sertir assez profondément. Si vous dénudez trop, le câble électrique ne sera pas totalement mis à l'intérieur de la protection et vous serez exposé au contact électrique. Il est donc essentiel pour éviter que les Wago ne se détachent d'utiliser une pince à dénuder qui vous permet de maîtriser la longueur que vous allez dénuder. Et vous connaissez notre pince fétiche avec sa jauge de profondeur graduée en millimètres. C'est l'outil idéal pour ça. Donc comment on va faire ? Eh bien c'est finalement très simple. On va prendre nos fils, les couper, on va les séparer au moment où il y a un Wago, et seulement à l'endroit où il y a un Wago, on va régler la profondeur à la bonne valeur, qu'on va voir ensuite, et puis on va dénuder exclusivement voilà, la bonne longueur, et on va ensuite venir ouvrir le Wago, insérer le fil, alors il faut le torsader pour éviter qu'il ne parte en sucette, voilà, le mettre dans le Wago, le verrouiller, et c'est indémontable. Sans rouvrir le levier, c'est indémontable. On a donc vu l'essentiel des points dont on a besoin pour mettre en œuvre le câblage. Il nous reste quelques aspects à discuter, mais on les verra une fois les Wago connectés. Je voulais néanmoins préciser une dernière chose. Où est-ce que je vais placer exactement mes Wago ? Ça a l'air de rien, mais vous allez voir que ça n'est pas du tout anodin. Ok, j'ai mes Wago, je sais que je dois les mettre proches de mes droppers parce que mes droppers doivent être le plus courts possible. Mais rappelez-vous une chose que l'on a évoquée dans les épisodes précédents. En digital, il est essentiel de maintenir en permanence le fil rouge et le fil noir ensemble et de la même longueur, collés l'un à l'autre comme ils le sont là. La conséquence de ça, si je veux respecter cette règle pour améliorer la qualité de mon signal numérique et avoir un réseau qui fonctionne bien, c'est qu'il n'est pas question de placer mes Wago ailleurs que là où ils permettent de garantir ce principe. Ici, par exemple, j'ai deux jeux de droppers que je vais devoir relier entre eux. Eh bien, je vais placer mes deux Wago côte à côte, collés
l'un à l'autre, systématiquement collés l'un à l'autre, de manière à préserver l'alignement du fil rouge et du fil noir dans les wagons, garder leur cohérence. Et je vais placer ces wagons le plus près possible et au centre, ici, de mes 2 raccords à faire. De sorte que mes droppers soient les plus courts possibles et raccordés en évitant d'utiliser le plus de fils possible. Autrement dit, une règle de base, la 5e règle qu'on voit aujourd'hui. Première, utilisation des droppers, les éclisses isolantes, tout ça on a vu. Première, 2e, 3e règle. 4e règle, raccord avec les wagons. 5e règle, le meilleur câblage possible est toujours le plus court, le plus économe. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que si vous utilisez trop de fils, c'est que vous faites un mauvais câblage. À chaque fois que vous allez devoir faire un arbitrage pour le câblage de votre feeder, retenez ce point essentiel. La ligne droite du point A au point B, c'est toujours la meilleure solution. Et la ligne droite qui préserve le câble le plus court possible et la cohérence du fil rouge et du fil noir. Nous avons donc maintenant tous les points de repère pour savoir où placer nos wagons et faire les connexions. Je vais donc les mettre ici, entre les deux, ici, juste à côté de l'aiguille, parce que là je ne peux pas, puisqu'il y a 4 fils au niveau de l'aiguille qui m'empêchent de le placer, donc je vais me mettre juste à côté. Et ici, je vais venir me mettre dans l'axe des droppers, puisque c'est mon dernier point de connexion. Et mon feeder suivra cette trajectoire-là, qui passe par chacun des points, par ici, et viendra à l'avant de la table, en ligne la plus droite possible. Ne faites pas une œuvre d'art avec votre câblage. La première erreur que cherchent à faire beaucoup de gens, c'est de transformer un outil technologique en une œuvre d'art à exposer. L'utilisation des goulottes industrielles et autres, qui va vous permettre de faire des beaux câblages avec des beaux angles droits et tout, va vous amener à rallonger les câbles artificiellement, à les cumuler les uns sur les autres, à créer des effets de diaphonie d'un câble à l'autre, à créer des champs électromagnétiques ou électrostatiques qui perturbent les signaux. On n'utilise pas ça sans en avoir la compréhension de ce que l'on fait. Et quand on le fait dans l'industrie, dans une usine, ce sont avec des câbles de haute puissance, utilisés dans des conditions très particulières. Vous n'êtes pas dans cette situation-là. Et par ailleurs, il ne faut pas mélanger les signaux forts et les signaux faibles, c'est interdit. Et c'est contre-productif de vouloir transformer votre réseau en œuvre d'art. Bien sûr, il faut repérer les câbles, avoir une certaine hygiène de mise en œuvre, faire les choses proprement pour pouvoir s'y retrouver. Mais ne vous trompez pas d'objectif. Si votre réseau est très joli à regarder au niveau câblage, c'est probablement qu'il est mal câblé. C'est-à-dire qu'il a mis la priorité à des considérations esthétiques aux dépens de l'efficacité des transports des signaux énergétiques. Et c'est ça qui compte, parce que ce qui compte, c'est que vos trains roulent bien. Voilà, assez blablaté, j'ai mon module, je prends ma pince, j'ai mes câbles, j'ai mes wagons. On s'y met, je vais juste faire chauffer, ah oui, dernier point, l'outil dont j'ai besoin pour fixer mes wagons, le pistolet à colle chaude. Donc je mets ça en route et je vous reprends pour la réalisation concrète. On y va.